Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live dans le cadre des émissions donc La vie en collectif avec Louis Fouché. Donc merci Louis pour ta venue. Donc je me représente rapidement, Pierre Thévenant du collectif Libertal, qui est un collectif de citoyens engagés dans les monts du Lyonnais entre Lyon et Saint-Étienne. Donc nous allons et nous avons réalisé un ensemble d'émissions sur la vie en collectif. Je vous rappelle déjà les deux précédentes émissions, donc notamment l'émission numéro 1 sur la raison d'être des collectifs, que vous pouvez retrouver, où vous pouvez retrouver le lien donc dans la description, le lien YouTube. Pensez d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et l'émission numéro 2, cadre de sécurité, dont le lien YouTube se trouve également dans la description. Le cadre de sécurité donc d'une organisation démocratique, si on peut dire cela ainsi. Donc l'objectif de cette troisième émission va être notamment d'aborder le sujet des outils de communication, les outils de communication notamment internes au sein du collectif, et surtout comment est-ce qu'on communique à l'échelle donc d'un collectif. Donc merci Louis pour ta venue. Est-ce que tu peux nous en parler donc du coup davantage? Ouais, bonjour Pierrick, merci beaucoup de me recevoir dans cette émission. Et c'est vrai qu'on s'est dit ensemble que on constatait que les collectifs avaient du mal à s'organiser, avaient du mal à trouver leur marque et à être efficaces dans ce qu'ils cherchaient à faire. Et donc les deux premières émissions ont essayé de proposer l'idée qu'il ne suffisait pas de se mettre en lien, il faut se mettre en lien. Il faut un petit signe de reconnaissance comme ça, par exemple, ou un masque avec une croix barrée. Puis une fois qu'on s'est trouvé, et surtout pas rester seul. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui, et donc il faut vraiment se mettre en lien. Puis une fois qu'on s'est mis en lien, ça ne va pas de soi que ça va bien se passer. Parce que les gens, ils vont rejouer leurs névroses, ils vont rejouer les névroses de notre société. Et on a très profondément intériorisé certaines institutions. Et la plupart d'entre nous recommençons un système pyramidal avec un pervers narcissique à la tête. Et on attend un chef qui serait un sauveur et qui emmènerait le mouvement. Ou bien, au contraire, on va avoir des attentes très, très horizontales et on va vouloir que rien ne bouge, qu'on soit tous exactement pareils. Et dans ce cas-là, le collectif est atone. Il est sympa, on passe du temps ensemble de manière sympa, mais il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et donc pour ça, il y a besoin d'abord de savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les raisons d'être dans la première émission. Et puis la deuxième chose, c'est de commencer à se donner quelques règles du jeu. Les règles du jeu, notamment ce qu'on a appelé le cadre de sécurité, consistait à savoir qui on prend à bord du bateau et qui on prend pas parce qu'on n'est pas raccord. Ça, c'était vraiment l'idée que si vous faites une colloque pour préparer la première année de médecine, vous n'allez pas prendre un mec qui a décidé de faire une coloc pour faire la fête, quoi. Parce que sinon, il va empêcher les autres de bosser. C'est pas que vous l'aimez pas, c'est pas que c'est pas sympa de faire la fête, c'est juste que c'est pas cohérent avec ce que vous cherchez à faire. Donc là, c'est pareil dans un collectif. Ça fait vraiment partie des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, des critères de non-entrée. Et donc, on a décrit dans les vidéos précédentes un peu certains outils pour pouvoir essayer de structurer ça ensemble. Et c'est important de le poser au départ, pas d'essayer de tout prévoir. C'est pas le but du tout. On y reviendra dans les questions de stratégie. Il ne s'agit pas de tout contrôler et tout prévoir, mais de se donner quelques repères, quelques règles du jeu, de savoir à quoi on joue ensemble. Et dans ces règles du jeu, il y a la question un petit peu de la communication. C'est une question très importante parce qu'à partir du moment où on met des êtres humains ensemble, comment est-ce qu'ils communiquent? Et puis finalement, les outils numériques qu'on a à disposition aujourd'hui sont extrêmement puissants pour nous mettre en relation, que ce soit Facebook, les forums, des trucs comme Discord, ou des réseaux sociaux comme Telegram, WhatsApp ou d'autres, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup de groupes qui commencent comme ça, et je pense que c'est le cas pour Libertad. Vous avez commencé par des fils Telegram multiples d'interconnexion, mais ça suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est le monde numérique, et il n'y a pas les règles du jeu de l'interrelation humaine quand on se rencontre. Donc d'une part, il peut ne pas y avoir le respect, et puis il y a trop d'informations, il y a une sorte d'infobésité qui passe. Il n'y a pas de ratification, que les personnes en face, elles comprennent ce que vous avez dit. Il n'y a pas de feedback. Donc ça veut dire que vous balancez des trucs, mais est-ce que les gens, ils les ont eus ou pas? Vous savez, c'est comme dans les entreprises, quand le vendredi soir, vous avez la DRH ou le directeur qui balance un mail à tout le monde pour se libérer du poids qu'il aurait d'avoir fait son taf avant le vendredi, puis il considère que tout le monde l'a lu. Sauf que vous, le vendredi soir, vous êtes parti, vous avez passé le week-end, donc vous arrivez le lundi matin, vous n'êtes pas au courant, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas être au courant, sinon ça va pourrir le week-end en plus. Donc, il y a vraiment besoin du respect mutuel. Et ça, c'est la question, en fait, de ce qu'on appelle le cercle. Qu'est-ce qu'on appelle le cercle? C'est le fait de se réunir en présentiel. Vous imaginez qu'on mettrait des gens comme ça en cercle autour d'un centre, et ce centre, ce serait la raison d'être, justement. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Vous pouvez même le symboliser, ce centre.
mettre une petite bougie ou mettre des fleurs ou mettre un Covid barré, faites ce que vous voulez, quoi, un dessin, et vous vous réunissez en cercle. Et il va falloir déjà savoir quand on se réunit en cercle comme ça, est-ce qu'on est capable d'être efficace? Où chacun dit la sienne, ça dure des heures, à la fin, on ne sait pas pourquoi, et on n'a rien accompli. Donc dans le cercle, il y a quelques gardiens du cercle, ce qu'on appelle les officiers du cercle. Les officiers du cercle, c'est un facilitateur. Certains diraient un animateur, mais on viendra peut-être un peu dans le détail sur pourquoi il y a une différence entre un animateur et un facilitateur. En gros, c'est quelqu'un qui fait se dérouler le processus de la réunion. Il y a un secrétariat, des gens qui sont la mémoire du cercle. Et souvent, quand ils sont la mémoire du cercle, ils vont vouloir faire un compte-rendu où il y a tout le verbatim, c'est-à-dire tout ce qui a été dit. Alors Gérard dit machin, Nadine dit truc, Stéphane a dit ça. On s'en fout. Faites un compte-rendu court, 4 phrases. Qu'est-ce qui a été décidé à la fin? Si vous n'avez rien décidé, vous dites réunion présentielle de partage. Voilà, on a passé un bon moment ensemble. On s'est refait le Covid encore une fois, tous ensemble pendant 1 heure et demie. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez transmettre l'information à d'autres. Le compte-rendu, c'est pour tous ceux qui n'étaient pas là, et tous ceux qui étaient là, c'est qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui s'est sédimenté à partir de votre réunion? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des comptes rendus opérationnels. Vous ne donnez que les décisions qui ont été prises. Et vous avez décidé qui était le secrétaire. Et le secrétaire, parfois, il peut tourner. Et vous pouvez même faire un secrétariat collectif pendant la réunion. Alors, soit c'est une réunion présentielle et vous êtes plusieurs à noter sur les papiers et à la fin, vous faites une synthèse. Soit vous êtes dans une réunion numérique et nous, ce qu'on utilise, c'est des pads. Un pad, c'est quoi? C'est un outil numérique où on peut tous écrire en même temps, comme un Google Doc, si vous voulez. Sauf que nous, on ne veut plus être sur Google parce qu'on pense que Google, c'est le problème. C'est pas la solution. Donc, on utilise un pad Colibri, par exemple. Donc là, je vous mettrai le lien en description. Vous tapez pad Colibri sur Internet, là, et vous allez trouver un fichier partagé que vous pouvez partager, vous lui donnez un nom. Le fichier, il dure 3 mois. Il ne faut pas qu'il y ait des données critiques dessus, ou alors il faut le détruire derrière. Et vous pouvez l'utiliser comme ça pour vous aider. Je vous le mets en description là pour que vous voyez ce que c'est. Et ce pad, tout le monde va pouvoir écrire en même temps dessus. Ça veut dire que vous avez besoin d'un secrétaire qui va être garant que ça se fasse bien. Mais si par exemple vous devez récolter les coordonnées de tout le monde, avoir les numéros de téléphone et les mails lors de la première réunion par voie numérique, vous n'avez pas besoin de passer 15 plombes à récolter tout ça. Vous allez le faire sur le pad Colibri, vous dites à tout le monde, OK, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone, votre mail. Et pour tous les trucs où il y a besoin que les gens écrivent par eux-mêmes, vous le faites comme ça. Et vous pouvez même faire ce pad avant la réunion. Justement, quand vous l'envoyez aux gens, vous dites bon, on va parler des différents groupes de travail. Il y a le groupe manif, il y a le groupe nutrition, il y a le groupe école. Chacun va mettre qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine en une phrase. Comme ça y est, votre compte rendu, il est déjà fait. Et il y a juste, vous n'avez pas besoin de passer des heures à ce que les gens expliquent ce qu'ils ont fait. Et si en plus les gens le lisent avant, vous avez gagné un temps énorme. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé cette semaine pour le groupe des mamans, le groupe des enseignants, le groupe. Et ça vous fait gagner un temps très précieux en réunion. Parce que la réunion, elle doit pas être, elle doit vraiment sanctionner des choses qui ont déjà été faites en amont. Parce que souvent, il y a une confusion. Les gens vont faire des réunions en espérant qu'à la fois, ils vont discuter, à la fois, ils vont résoudre les problèmes opérationnels, à la fois, ils vont dire qui fait quoi, à la fois, ils vont discuter des problèmes stratégiques, et puis à la fois, ils vont discuter des problèmes relationnels qu'ils ont les uns avec les autres. Ça, c'est une illusion. La réunion, elle doit être courte, très ciblée sur une problématique précise. Et voilà. Donc ça, c'est la question de la réunion et du cercle. Un facilitateur, un ou plusieurs secrétariats qui utilisent et qui s'assurent à la fin que le compte-rendu est bien envoyé à tout le monde. Et tout le monde, ça, vous avez besoin d'y réfléchir. Est-ce que l'information, elle est critique et il faut qu'elle soit gardée? Mais dans ce cas-là, ça stratifie des niveaux de pouvoir, parce que ceux qui ont l'information auront un certain pouvoir. Donc ça peut être le noyau dur, par exemple. Ou est-ce que c'est accessible à tout le monde et à toute la communauté? Et là, vous avez une communauté souvent qui est soudée. Vous n'allez pas avoir de problème de communication. Si tout le monde est au courant de ce qui se passe, pour moi, c'est souhaitable. Alors, il ne faut pas être non plus dans une dictature de la transparence, mais c'est très intéressant que tout le monde soit au courant. Donc, vous pouvez avoir peut-être un compte rendu pour le noyau dur et un compte rendu pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de dire on a un problème avec tel autre collectif, ou certaines informations peuvent rester discrètes, on va dire. Elles n'ont pas besoin d'être secrètes, mais elles peuvent rester discrètes. Et en revanche, il y a un niveau d'information pour tout le reste. Un peu comme vous savez, sur un forum, il y a les administrateurs,
Et puis, il y a les éditeurs, puis il y a les contributeurs, puis il y a les lecteurs. Vous pouvez définir comme ça des espèces de niveaux d'accès à l'information. Mais vous devez savoir en même temps que dès que vous faites ça, vous recréez une partie de système pyramidal. Vous n'êtes plus dans un strictement horizontal. Mais je vous l'ai dit, le strictement horizontal, peut-être que c'est un bout du chemin, peut-être que c'est un rêve et que c'est pas souhaitable, ou que c'est souhaitable, mais qu'en fait, dans la réalité, les gens ils prennent plus ou moins des initiatives et il y a besoin de respecter ça aussi. Donc, un secrétaire, un facilitateur, des comptes rendus envoyés vous définissez à qui vous les envoyez et à quelle fréquence. Certains font des comptes rendus vidéo sous la forme d'une petite vidéo. Comme ça, pour les gens que ça gonfle de lire, pof, ils ont dit voilà, il y a 3 informations clés cette semaine, c'est ça, ça, ça. Les liens sont en dessous dans la description et boum, vous le mettez sur YouTube en lien privilégié. Ensuite, dernière chose, c'est un gardien du temps. Si vous respectez le timing de votre réunion, les gens reviennent. Si vous ne respectez jamais le timing de la réunion, soit vous êtes pris dans un truc hyper sympa au niveau relationnel et ça passe, soit c'est pas le cas et la réunion s'enlise, les gens se parlent de 2 à 2, etc. Et dans ce cas-là, il faut vraiment dire basta. On n'a pas tout résolu, mais c'est pas grave. Et donc vous devez au début de la réunion dire bon, c'est quoi l'horaire maximal pour vous? Est-ce que quelqu'un est facteur limitant? Il y en a un qui va dire moi à 10h30, vraiment il faut que j'aille me coucher quoi. Demain j'ai un truc tôt. OK, c'est toi le facteur limitant, ça va. 10h30, c'est fini. Donc on dit qu'à 10h20 déjà, on amorce le fait que ça se termine. Et cette réunion présentielle ou par Zoom ou par Jitsi, moi je vous déconseille Zoom, parce que Zoom est extrêmement surveillé par les services, qui sont en charge de surveiller que vous existez et qu'est-ce que vous faites. Tout ce que vous marquez dans les descriptions sur le côté est enregistré et utilisé. Nous, on a eu l'expérience plusieurs fois, hein, que des gens qui n'étaient pas conviés, ils avaient utilisé des mails qu'on avait mis à cet endroit-là ou des numéros de téléphone. Et donc, on sait que Zoom est un outil de surveillance. On l'utilise quand même, mais pour des enjeux non critiques. Mais je vous conseille plutôt Jitsi comme plateforme de réunion. Où je pense qu'il y en a d'autres, hein. Vous pouvez vous réunir par WhatsApp, vous pouvez vous réunir sur Discord. Discord est extrêmement surveillé aussi. Voilà, il y a des réunions sur Telegram que vous pouvez faire. Bref, il y a plein de façons de se réunir par voie numérique. Choisissez des outils qui soient adaptés à ce que vous faites. Si vous faites quelque chose qui ne pose pas de problème publiquement, vous en foutez, vous pouvez prendre Zoom, c'est extrêmement efficace, l'outil marche bien. Si vous commencez à faire des trucs de désobéissance civile un peu underground, je vous conseille d'être prudent, hein. Mon grand-père me disait tu peux faire des conneries, mais fais-les bien, quoi. Et donc voilà. Donc pour la réunion présentielle, il y a besoin de certaines règles du jeu aussi qui concernent la réunion présentielle elle-même. Ces règles du jeu, elles sont sur les prises de parole. La parole ne peut pas être libre dès que vous commencez à être nombreux. Vous êtes 3-4, bon, on s'en fiche un peu, mais vous êtes 12, vous êtes 20. Nous, on est des fois 30 dans certaines réunions. 30, si vous voulez pouvoir être un peu contributif, vous ne pouvez pas laisser la parole libre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez imaginer qu'il y a comme un bâton de parole. Nous, ce qu'on dit, c'est je prends la parole, et à la fin de sa parole, on dit j'ai dit ou j'ai fini. Alors j'ai dit, ça fait très maçonnique, hein. C'est les francs-maçons qui disent ça souvent, mais ça marche bien, j'ai dit. Voilà. J'ai dit, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je remets la parole au centre, la prend qui la veut. Donc dans une discussion, ça peut se passer comme ça, souvent ça aide beaucoup. Et qu'il n'y ait pas d'interruption avant que la personne ait dit j'ai dit ou j'ai fini. Et même quand la personne a fini, ce qu'on fait, c'est que le facilitateur ou le secrétaire, qui peut aider aussi, va reformuler ce qui a été dit. Va dire, si j'ai bien entendu, tu as dit ça, ça, ça. Et l'autre va dire, oui, c'est ça. Ou va dire, ah non, en fait, je voulais dire autre chose. Et vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont pas tout à fait fini. Ils n'ont pas dit, j'ai dit complètement, quoi. Ils ont besoin d'en dire un peu plus. Donc, cette reformulation, elle aide la personne à trouver vraiment ce qu'elle veut dire. Et une fois que c'est reformulé, là, on peut redonner la parole aux autres. Et nous, on se donne une règle de plus, c'est on parle en valeur ajoutée. On n'est pas là pour redire ce qui a déjà été dit. Donc, si quelqu'un nous a dit un truc sur le Covid, si jamais on est d'accord, on peut faire comme ça, par exemple. Vous savez, c'est les applaudissements des sourds-muets. Ou bien on peut mettre un pouce en l'air sur Zoom ou je sais pas quoi, dire qu'on est d'accord, signifier son accord d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas besoin de dire « Ah ouais, moi c'est pareil, il y a eu ça ». Ça, c'est une discussion libre. Et on n'est pas en discussion libre quand on est en réunion. Facilitateur, secrétaire, compte-rendu, règle du jeu de gardien du temps, qui annonce toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes le temps qui passe. Règle du jeu.
règles du jeu de réunion elle-même. Ces règles du jeu, c'est la parole n'est pas libre. Et donc, on définit comment elle est faite. Est-ce que c'est la parole est au centre, la prend qui la veut? Est-ce que c'est une parole tournante? Et là, en général, on demande aux gens de donner la parole à quelqu'un d'autre. Pour gagner du temps, au début, sur les présentations, c'est ce qu'on fait, nous. Quand les gens ne se connaissent pas, on dit moi, facilitateur, je parle, voilà, je suis Louis, je fais ça, ça, ça. Aujourd'hui, je vais être facilitateur. Et puis, je te passe la parole, Pierrick. Est-ce que tu veux bien te présenter? Quels sont tes rôles? Et ensuite, toi, tu vas donner et ensuite, tu passeras la parole à quelqu'un d'autre. On signifie le fait qu'on a fini de parler. J'ai dit ou j'ai fini. On parle en souveraineté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je ne parle pas pour quelqu'un qui n'est pas là. Je ne parle pas pour quelqu'un d'autre qui est dans la réunion. Je parle de mes sentiments à moi, de mes émotions à moi et de ce que je ressens moi et de comment je vois les choses, pas comment les autres les voient. Ça, c'est très difficile pour les gens. Mais c'est bien de le dire parce que ces règles du jeu, vous savez qu'il y a des gens qui vont transgresser, qui vont toujours aller un peu en dehors. Mais si vous avez posé les règles, vous allez pouvoir dire à la personne: «Excuse-moi, juste pour que ça se passe bien la réunion, est-ce que tu serais d'accord que ta parole, de parler pour toi, pas pour les autres?» Et le facilitateur, il va pouvoir dire ça avec tact, sans que les gens se fâchent. Parce que les règles, on les a dites au départ. Donc nous, dans toutes les réunions où il y a des gens qui ne connaissent pas, on les redit ces règles au tout début. Très rapidement, hein, ça prend 3 minutes. On dit: «Voilà, on parle en souveraineté, la parole n'est pas libre, on se la passera de l'un à l'autre. On essaye d'avoir une parole claire et concise, courte, claire et concise, et on ne parle pas pendant 3 heures pour rien dire». Ça, vous allez voir, hein, il y a des gens, ils adorent, s'épandre pendant 3 plombs pour à la fin, la reformulation, il y a une idée, quoi. Donc on essaye vraiment de fermer sa gueule et quand on a quelque chose à dire, de le dire de manière claire. On parle en valeur ajoutée quand on parle après quelqu'un et ça, c'est en utilisant la reformulation qu'on y arrive souvent. C'est-à-dire avant moi de dire ce que je pense, je vais redire ce qu'a dit la personne d'avant, en mots simples. Et je vais dire: «Et moi, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Il y a ça». Heu, voilà, il y a pas besoin d'avoir 50 000 règles. Ces 5 règles-là, elles suffisent, mais vous pouvez les définir vous-même. Les premières réunions que vous faites ensemble, vous pouvez poser ça. Vous pouvez poser ça sur un paperboard, dire: «Pour vous, c'est quoi qui est important dans la réunion?» Bah, voilà, c'est qu'on ne parle pas pour les autres. C'est éviter d'aller trop loin aussi, de se mettre en colère. Quand on sent qu'on a une émotion négative, si je vais trop loin, je vais casser la relation. Ou si j'ai une idée trop tranchée, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, là aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idées trop tranchées dans la société. Il faut vacciner tout le monde ou il faut vacciner personne. C'est trop tranché. Parce qu'une fois que vous avez pris ces positions-là, vous ne pouvez plus arriver à un point d'accord qui serait bah, peut-être que les gens qui veulent se faire vacciner, ma foi, qui ont peur, qui sont âgés, qui ont des facteurs de risque, qu'ils y aillent, quoi. Puis les autres, laissons-les tranquilles. Chacun fera bien ce qu'il veut, quoi. Vous voyez ce moyen terme-là, si vous avez dit: «Il faut vacciner tout le monde», vous ne pouvez plus y arriver. Si vous avez dit: «Il faut, vacciner personne, la vaccination va tuer tout le monde», vous ne pouvez plus y arriver non plus. Et pourtant, peut-être c'est ça la vraie voie de résolution souhaitable. Donc, ne pas aller trop loin dans son discours. Toujours essayer d'avoir une certaine prudence dans ce que vous exposez. Voilà ce qui me vient. Ça fait déjà 18 minutes, donc je n'ai pas complètement parlé des outils de communication, j'ai plus parlé de la réunion, en cercle. Et pour moi, il y a un autre élément qui est très important. En plus, je t'ai pas du tout laissé parler, Pierrick, excuse-moi. C'est l'idée de communication non violente. C'est-à-dire que là, on parle d'outils de communication. Pour moi, avant de parler de, Jitsi, Zoom, Telegram, Discord, mail, tel mail ou tel autre, Proton ou autre, le plus important, c'est la posture que vous avez dans la communication. La posture, c'est quoi? C'est comment vous vous tenez par rapport à l'autre. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à écouter et à recevoir ce qu'on vous dit? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt? Et dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à travailler ensemble. Parce que souvent, les gens, ils vont dire quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, où c'est pas le projet tel que vous l'auriez rêvé. Et pourtant, il va falloir les écouter. Hem, Souvent, c'est long le cercle, c'est dur, c'est très dur. Pour les gens qui vont vite, qui ont envie de faire avancer, le fait d'écouter tout le monde, parfois c'est chiant, quoi. Mais moi, je me souviens d'une fois, j'étais en cercle et il y a une personne qui se met à parler d'un truc qui avait rien à voir. Elle dit: «Ouais, oui, mais moi, je souffre de tout ça», alors qu'on était sur un truc opérationnel, où on était en train d'essayer d'organiser quelque chose. Et ouais, Nadine, merde, on est en train d'essayer d'organiser, quoi. Et en même temps, si vraiment je me suis dit: «Mais écoute bien ce qu'elle dit». Et en fait, dans les lignes de ce qu'elle disait, c'était super important. Parce que
nous, on était en train d'essayer de savoir opérationnellement comment organiser, mais elle parlait du chemin, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre au passage. Moi, j'ai envie d'être en lien, j'ai envie que ce soit joyeux. C'est ça qu'elle nous disait, en fait. Là, tout de suite, j'ai peur et j'aimerais qu'on se rassure les uns les autres. Et ça, c'était super juste parce que ça venait du cœur, vraiment. Et ça venait pas de la tête. Et pourtant, ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Mais si on l'écoutait pour de vrai, bah, ça changeait complètement le côté opérationnel. C'est-à-dire que d'un coup, notre événementiel, il prenait ça en compte. Et là je vous donne l'exemple précis, c'est quoi? C'est on cherchait à faire un compte rendu pour les gens, qu'ils entendent ce qu'on avait dit pendant notre réunion. Et quand elle disait ça, ça voulait dire mettez un côté sensible. Ce qui était important, c'était le chemin aussi. Et donc, dans le compte rendu, on a rajouté des poèmes. Chacun a proposé des images. Il y en a qui ont rajouté des décorations sur un choix de police pour que ce soit joli. Et on s'est rendu compte que ce compte rendu, il a eu énormément d'impact. Pas parce que on a décidé ça, ça, ça et ça, mais parce que on avait montré qu'en fait, on s'était marré à le faire, qu'il y avait eu de la poésie, de la beauté, du lien. Et en fait, c'est cette personne qui paraissait être comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on l'a écouté, qui nous a permis d'en prendre conscience. Si on avait été comme ça, le nez dans le guidon, à pas l'écouter, on n'en aurait jamais pris en compte. Et en fait, le résultat final de ce qu'on aurait fait, il n'aurait jamais été aussi beau. Donc voilà, ça c'est un partage que j'ai envie de vous faire, parce que le cercle, à la fois il frotte, il est long, voilà, il est pénible des fois, mais si jamais on est à l'écoute, ça peut enrichir énormément ce qu'on fait. Et vous allez vous rendre compte que des gens qui parfois paraissent mettre des freins, être des marginaux, être des déviants, être des opposants, être comme des cheveux sur la soupe, vous parler de trucs qui n'ont rien à voir, en fait, ils sont un cadeau qui vous est fait et qui est fait au groupe pour essayer d'améliorer les choses ou de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Je viens sur la CNV, c'est le dernier point. La communication non violente, pour moi, c'est extrêmement important et on le développera dans une autre capsule, mais je peux déjà déflorer un peu le sujet. C'est quoi? C'est l'idée que quand vous parlez d'une part au jeu, c'est l'idée de la souveraineté, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est moi qui parle et c'est ce que je ressens. Donc Pierrick, c'est pas toi qui m'as trahi, c'est moi qui me sens seul. Parce que si je dis tu m'as trahi, tu vois, ou tu fais chier tout le monde, là je suis en train de dire à l'autre quelque chose, en faisant comme si c'était une vérité définitive. Alors que si je dis moi ce que je ressens, je dis les faits. Tu sais, quand tu as écrit ça ou quand tu as envoyé ce mail avec 5 pages, je me suis senti mal à l'aise. Et je ne savais pas pourquoi, mais ça, j'étais en colère. Et j'ai essayé de comprendre. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin qu'on se parle vraiment et qu'on ait une stratégie commune pour parler aux maires ou aux députés. Est-ce que tu serais d'accord qu'on pose tous ensemble une stratégie commune et ensuite d'essayer de la respecter? Ça peut être ça. Donc ça, c'est les faits. Tu m'as envoyé un mail de 15 pages pour me défoncer. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Les émotions, les sentiments. Ces sentiments, ils sont à moi, ils sont pas sur l'autre. C'est pas, «Tu es un abruti» ou, c'est: «Je suis en colère, je suis triste» et des fois, on a du mal à le dire. Et j'étais en colère parce qu'il y a un besoin, il y a une envie. J'ai besoin de cohérence ou j'ai besoin d'avancer. Et quand tu as ton mail de 15 pages, ça me plombe, en fait. J'ai l'impression que je peux plus avancer. Là, il faut mettre un bon nom sur le besoin. Et après, on va essayer de trouver une stratégie pour satisfaire le besoin. Ou tu vois, ça peut être: «Tu m'envoies ce mail, je suis en colère et triste. J'ai l'impression qu'on n'est pas en lien, alors j'aimerais qu'on soit en lien et qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu serais d'accord qu'on se fasse une réunion où on se pose vraiment, plutôt que de s'envoyer des mails où on se défonce les uns les autres? On se voit, on prend une demi-heure et on pose ça à plat. Tu serais d'accord de ça?» Et là, on appelle ça OSBD. Observation, des faits, sentiment, S, besoin, les besoins de fond à l'intérieur de moi, et demande, une demande négociable. Je demande à la personne comment faire pour aller jusqu'au bout, d'aller à mon besoin. Je vous donne un exemple de communication non violente qui dépasserait le cercle. Ce serait quand je vois que les généralistes donnent du paracétamol et ne s'occupent pas des gens, ça me rend triste et j'ai l'impression que c'est injuste. Parce qu'au fond, j'aurais besoin que les gens soient bien soignés. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se mette autour d'une table pour essayer de voir quelle stratégie serait la meilleure pour soigner les gens et en prendre soin au long cours, faire de la surveillance? Vous avez vu que j'ai pas parlé d'hydroxychloroquine, d'ivermectine ou je sais pas quoi. Pourtant, ça pourrait être ma stratégie de dire: «Il faut donner de l'hydroxychloroquine» ou «Il faut donner de l'ivermectine».
Mais si je suis face à quelqu'un qui donne paracétamol et bonne chance, bam, j'oppose les stratégies. Et les gens vont dire non, mais moi je m'en fous de ton hydroxychloroquine. Ouais, moi je m'en fous de ton paracétamol. T'es un abruti, inconséquent, tu t'occupes pas des gens. Alors que si je descends encore d'un cran et je dis, moi j'ai vraiment envie que les gens ils soient bien soignés et qu'ils aillent bien, et que toute notre société elle aille bien, et qu'on se débarrasse de cette épidémie. Est-ce qu'on Et la demande négociable, c'est est-ce qu'on peut en discuter? Déjà ça. Vous voyez que là, c'est vraiment non violent. C'est-à-dire, vous arrivez peut-être, c'est pas sûr que ça marche, mais peut-être vous avez beaucoup plus de chances d'ouvrir le cerveau de la personne en face et de lui proposer quelque chose. Et puis d'écouter ce qu'elle a à vous dire aussi. Parce que peut-être ce qu'elle a à vous dire, c'est juste que les gens qui disent paracétamol et bonne chance, ils vous disent: «Ouais, mais attends, moi je crois plus à rien, j'ai envie de croire aux institutions. J'ai envie de croire la Haute Autorité de Santé ou et c'est ça leur besoin. J'ai envie d'avoir confiance». Et à partir du moment où ils vous disent: «J'ai envie d'avoir confiance», ça c'est juste quoi. Le besoin, il est pas négociable. Le besoin, il est toujours juste parce que c'est le besoin de la personne. Tu as besoin d'avoir confiance dans les institutions. Ouais, je comprends, moi aussi. Et pour avoir confiance, est-ce que tu serais d'accord qu'on regarde lesquelles sont dignes de confiance pour de bon? Et qu'on essaye de se renseigner ensemble, justement nous, le peuple, pour voir en qui on peut avoir confiance et en qui on peut pas avoir confiance. Et peut-être c'est plus compliqué que les institutions, c'est certaines personnes dans l'institution, je peux avoir confiance et d'autres, je peux pas. Et certains avis, je peux avoir confiance et d'autres avis, je peux pas. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un groupe d'information et de critique? Peut-être que là, ça devient acceptable pour certains médecins. Bon voilà, ça fait 26 minutes, j'ai beaucoup parlé, d'outils de communication sur le cercle. Peut-être on devrait rebaptiser cette séquence, la posture en cercle et comment on fait, et on refera un deuxième outil de communication où on parlera des outils pour un collectif. Pierrick, est-ce que tu veux réagir? Là, on peut se donner 4-5 minutes pour discuter tout ce que j'ai dit. C'était très, très, très intéressant, en tout cas, merci beaucoup. Il est vrai que nous, au sein du collectif Libertad, on a essayé on essaie dans certains groupes, on a également, nous, des petits cercles. On est organisé en plusieurs groupes de travail ou d'échange. Donc, on a voilà, le collectif dans sa globalité et on a, on va dire, des sous-groupes de travail et d'échange. Il y a des sous-groupes de communication, entre guillemets, où, en fait, on a mis en lien, par exemple, des soignants qui n'avaient pas spécialement besoin de vrai ou autre, mais qui avaient juste besoin déjà de se réunir pour échanger, qui s'organisent des petites réunions chez l'un ou chez l'autre pour aller boire un café, etc. Et on a également donc des sous-groupes de travail, pareil. Donc là, on y reviendra dans la numéro 5, hein, sur tout ce qui est rôle, etc. Et notamment, on a un sous-groupe de communication, voilà, dédié à la communication, utilisation des réseaux sociaux, utilisation de la boîte mail, etc. La rédaction des courriers que l'on envoie des fois aux élus, que l'on envoie à des écoles, qui est en train, donc, dans ce groupe, on est plusieurs dizaines. Et donc, on fait de plus en plus de manière régulière des réunions, comme tu l'expliquais. On a testé également cette solution avec notamment Facilitator et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu des réunions qu'on n'en avait pas spécialement préparées en amont. On s'est dit, on se fait une réunion tel jour. Et on constate quand même véritablement cette différence avec une réunion non organisée, une réunion organisée. Donc c'est super intéressant. Nous, ça fait partie des choses vraiment qu'on veut essayer d'acter de manière pérenne, entre guillemets, dans le temps. Je parle pour le groupe de communication dans lequel je suis, n'étant pas dans tous les autres groupes de travail. Et donc, ça fait véritablement partie de ces points que l'on essaie d'améliorer au fur et à mesure. Donc même, au-delà de juste des outils de communication en tant que tels, ce que je peux constater, ce que je peux conseiller aux gens, c'est essayer voilà, de le faire à votre manière, avec vos outils, etc. Donc Louis en a proposé pas mal. C'est assez intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de juste faire une réunion, en fait, le fait d'essayer de l'organiser à la manière dont a été présenté Louis, en fait, ça permet de se structurer. En fait, on est en train de travailler également sur nous-mêmes et finalement, c'est un rayonnement un petit peu plus global. On est en train de réapprendre, entre guillemets, à vivre en société, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on devient efficace. Et c'est vrai que c'est super enrichissant et super intéressant, cognitivement parlant, je dirais, d'essayer de faire évoluer justement la qualité de ces réunions, puisqu'il y a un objectif derrière. Hein. C'est pas de faire une réunion pour faire une réunion. Donc, c'est Ouais, ça, ce que typiquement tu dis. le type d'outil que l'on essaye de mettre en œuvre, nous, par exemple, au sein du groupe communication du collectif Libertad. Ouais, et puis c'est hyper important qu'à la fin de la réunion, vous posiez la question de est-ce que je me sens bien et plein d'énergie Mm. et j'ai envie d'y aller? Ou est-ce que pitié, est-ce que ça peut s'arrêter quoi?
Toutes les réunions qu'on fait à l'hôpital ou dans des structures institutionnelles où vous bossez peut-être, hein, c'est plombant, quoi. Vous sortez, vous avez la tête rincée et tout. Pour à la fin, de toute manière, c'était déjà décidé d'avance, ça sert à rien, quoi. Alors que quand vous arrivez à faire une réunion qui est chouette, vous sortez, vous êtes plein de patates. Vous avez envie de faire plein de trucs. Et ça, c'est une bonne boussole. Nous, ce qu'on fait pour avoir une petite boussole, c'est qu'au début de la réunion, il y a des temps, il y a des séquences dans la réunion et on commence par, un petit moment informel où on discute, on blague. Puis après, on se pose pour faire, ce qu'on appelle un temps de centrage. C'est-à-dire, on dit: «On est ici pour travailler, pour parler de ça. Point. On n'est pas là pour faire autre chose, pour discuter de tout le covid et tout ça». Donc aujourd'hui, c'est une réunion du groupe, stratégie ou je sais pas quoi et on prend 1 minute de silence. Ça peut être méditatif un peu pour ceux qui font de la méditation en pleine conscience ou des trucs comme ça, mais voilà, si ça fait bizarre de faire de la méditation, faut pas cancrer les gens, hein. Mais juste de fermer sa gueule pendant 1 minute et ensuite, on fait ce qu'on appelle un tour de météo intérieur. C'est-à-dire que chacun dit avec quoi il arrive. Aujourd'hui, je me suis plombé, voilà, ma fille, s'est fait injecter, je vais peut-être pas être complètement là, quoi et et les gens peuvent passer aussi, ils sont pas obligés de dire. Ils peuvent passer leur tour et ce petit moment, il peut aussi servir à se présenter, à dire: «Moi, je fais ça», quand il y a un nouveau: «Moi, je suis Louis et je suis au 1er lien du cercle vidéo. Je suis, facilitateur aujourd'hui. Je suis 2e lien du cercle diplomate et je suis diplomate dans les diplomates». Voilà, vous présentez juste vos rôles dans le groupe. On reviendra sur la notion de rôle et ensuite on commence et à la fin de la réunion, on refait un petit moment de centrage et ensuite peut-être un échange informel sur la réunion, qu'on appelle un tour de conclusion ou de déclusion. Chacun dit un mot ou une phrase sur comment était la réunion pour lui. Et ce petit moment de partage, il change complètement l'ambiance. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut proposer sur les réunions en cercle. Ouais, c'est intéressant. Petite chose, nous, que l'on fait, en fait, pour rendre les réunions sont toujours assez intéressantes dans le sens où, en fait, nous, on tourne à domicile, entre guillemets, on se fait du présentiel, en fait, on fait mi-présentiel et visio, quoi, entre guillemets, puisque des fois, on a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer au domicile d'un tel ou un tel, donc on met un PC avec la visio qui voit, on va dire, tout le groupe. Donc, c'est vrai que ça complexifie, entre guillemets, un petit peu des fois la chose, mais on y arrive. On y arrive, donc ceux qui ne peuvent pas participer, mais qui se disent: «Mince, je manque la réunion», on leur permet également cette solution de participer, on va dire, en visio et ça marche plutôt pas mal. Voilà pour ça et puis surtout, comme on le fait à domicile, chacun, en fait, amène un petit truc à boire, un truc à manger, il y en a qui amènent une tarte et en fait, ça rend également la réunion beaucoup plus conviviale et au-delà juste d'une réunion de collectif, covid et cetera, on œuvre, mais on a également, ce moment, en fait, qui finalement est une bonne soirée où on a bu un coup entre collègues, entre amis, entre personnes, entre guillemets, qui s'apprécient et ce qui participe quand même énormément également à faire en sorte que ces réunions ne soient pas juste considérées et vues comme, des réunions, voilà, de travail comme on a au boulot tous les jours, quoi. Voilà, c'est plus un moment convivial où on va échanger, où des fois on Ouais, va c'est être ça. efficace et des fois un petit peu moins efficace, mais finalement on a passé quand même un bon moment ensemble. Ouais, c'est vraiment une chouette idée ça de se réunir en semi-présentiel et il y a un autre point qui est important, c'est que souvent dans ces réunions, tout est dans la tête, il y a pas de rapport au corps. On avait fait avec un autre groupe, des réunions présentielles où toutes les 45 minutes, en gros, on faisait des exercices, on jouait quoi, à s'étirer, à bâiller comme ça, à se forcer. Donc il y avait quelqu'un qui était en charge, on avait dit: «Voilà, il y en a un qui est en charge du temps sensoriel». On avait placé un temps sensoriel et donc chaque semaine, il nous inventait des nouveaux trucs à faire, quoi. Tout le monde faisait: «Ah, ah», comme ça pour, rigoler et heu et en fait, le fait de faire ça pendant 3 minutes permet ensuite de se reconcentrer et dans les réunions numériques, vous allez voir beaucoup de gens, ils sont partis un peu, ils sont en train de regarder sur, leur mail en même temps et tout ça. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment être là et présent et pour faire ça, il y a besoin que le corps arrive à se délasser un peu de temps en temps. Au début, au milieu, à la fin, laisser une petite place pour le corps et y compris dans les réunions numériques et il y a un autre truc que je peux dire, c'est qu'effectivement, les temps de discussion informelle, pas complètement, contrôlés ou par le facilitateur et tout, ils sont super importants et donc nous, on avait fait des salons, on avait subdivisé en sous-groupes, le grand groupe, quand il est trop gros et on fait des sous-salons pour travailler sur un thème, sur un autre thème, sur un troisième thème et puis on fait toujours un salon, kirkassis, saucisson quoi. Enfin comment dire? Un salon, apéro.
Un salon juste où on va discuter, il y a pas de thème, c'est informel. Et en fait, souvent, c'est dans ce salon-là qu'il se passe plein de trucs, il y a plein d'idées qui germent, il y a plein d'échanges sympas. Et comme disait Pierrick, ça crée du nous, ça crée du lien. Et ce lien, c'est quasiment le plus important, quoi. Voilà, ça fait 35 minutes, peut-être qu'on Ouais. peut s'arrêter là, Pierrick, ou Ouais, faire un on petit. peut s'arrêter là. Dans tous les cas, également pour celles et ceux qui regardent donc la vidéo, on vous a mis donc en description, là, en dessous de la vidéo, vous avez un ensemble de liens, notamment, on va retrouver, je crois de mémoire, dis-moi si je me trompe, Louis, tu nous as mis par exemple une sorte de charte de communication interne, par exemple de Réinfo Covid, qui peut nous servir d'exemple, une sorte d'organigramme avec les raisons d'être également de vos groupes de travail, de vos cercles, entre guillemets. Et surtout, vous retrouvez également des liens vers des vidéos sur la communication non violente, sur la communication, etc. Donc, qui reprennent les éléments de Louis qui sont indiqués donc juste en dessous dans la description. Donc, tout ce qui a été dit, évoqué ici, vous retrouvez des exemples factuels et opérationnels dans la description. Voilà pour ça. On se retrouve ensuite pour l'émission numéro 4, la prochaine, qui sera consacrée donc aux règles de prise de décision. Donc les règles de prise de décision que l'on refera. On essaiera certainement peut-être sur un format plus court. Et pensez également à cliquer sur le petit bouton abonnez-vous à la chaîne pour suivre les différentes émissions et les prochains lives que nous allons pouvoir diffuser. Merci Louis. À Merci, bientôt pour Pierrick. la prochaine À bientôt. émission.